tous. Donc, je suis Franck Albert, je suis le président du Collège national des cardiologues hospitaliers et je suis ravi de vous retrouver donc sur la chaîne du CNCH Online pour ce best-of de cardiologie interventionnelle et structurelle. Merci donc au soutien institutionnel du groupe Alliance BMS Pfizer. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc le docteur Hakim Benamer, qui est donc le nouveau président élu du GACI. Et cela me fait chaud au cœur de te retrouver, Hakim, puisqu'on se connaît depuis que tu étais interne à Beaujon. On est plus de 200 inscrits en ligne. Vous pouvez revoir le replay dès demain matin. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur l'onglet « Converser » en bas afin qu'on puisse vous répondre en direct. On va passer, je pense, un très bon moment. Bonjour Hakim, on va rentrer dans le vif du sujet et tu vas nous expliquer ce qui a changé ou ce qui va changer ta pratique de cardiologue interventionnel en 2022 à la suite des études donc 2021. Bonjour Franck, et c'est un réel plaisir de se retrouver. Je retrouve mon chef de clinique quelques années après le début de notre carrière. Alors, effectivement, bonjour à tous. Je vais vous faire une présentation sur ce qui a changé ma pratique. Alors, attendez. Hop. Bon, je vais partager l'écran tout de suite. Partager l'écran. Hop, quelques petites manipulations. C'est parfait. Hop. Et voilà. Donc, ce qui a changé ma pratique avant tout, puisque ça, c'est très pragmatique, c'est du concret. Et j'ai essayé de faire un topo qui reste très concret et très sincère. C'est-à-dire que véritablement, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui aujourd'hui avait changé ma pratique et bien évidemment va constituer les modifications pour ma pratique à venir. Donc, je remercie BMS et Pfizer pour leur soutien. Et voici mes conflits d'intérêts qui sont des conflits d'intérêts mineurs. Alors, tout d'abord, moi, ce qui a véritablement changé ma pratique, c'est de voir arriver, alors moi je fais du scanner, mais c'est surtout le fait de voir arriver des patients en salle de cathétérisme cardiaque par le biais du scanner. Alors le scanner est un examen, donc moi j'ai commencé à en faire très tôt, où au départ, la valeur prédictive négative, en gros, quand la définition du scanner n'était pas excellentissime, on avait tout de même de bons résultats pour les patients qui avaient un score calcique bas, pour les patients qui n'avaient pas de lésion coronaire. Aujourd'hui, avec les performances du scanner, on arrive à avoir des images beaucoup plus intéressantes en termes de quantification de sténose au niveau de l'arbre artériel coronaire. Et aujourd'hui, on peut faire de la stratification et de l'identification anatomique des lésions coronaires grâce à cet examen. Et ce qui est apparu comme très important, c'est que ce scanner est devenu un des éléments de stratification de premier rang pour les patients en angor stable ou pour les patients exposés à des facteurs de risque importants comme le diabète. Là, en 2010, dans l'étude NICE, on devait faire de la stratification probabiliste pour savoir quel type d'examen était indiqué chez les patients dont on s'occupait. Donc, si la probabilité de lésion coronaire était très élevée, on pouvait aller directement à la coronarographie, mais au demeurant, c'était la place belle au test de stimulation, au test fonctionnel. Et dans un deuxième temps est arrivé le scanner qui aujourd'hui est indiqué dès lors que le patient a de l'angor stable ou qu'il est exposé à des facteurs de risque. Donc, on peut shunter complètement les tests de stimulation et arriver directement avec une approche anatomique des lésions coronaires. Alors ça, c'est intéressant, mais ça nous transpose des problèmes en salle de cathé, puisqu'on se retrouve parfois avec des patients qui sont diabétiques, qui ont eu un scanner qui est tout à fait cohérent lorsqu'on regarde les recommandations et qui ont des lésions coronaires qui ne sont pas extrêmement serrées, mais dont le caractère fonctionnel reste à prouver. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh bien, Dieu merci, on a un outil qui nous aide considérablement dans cette approche. Mais je dirais que le scanner, sans cet outil, on aurait été véritablement embêté
quant aux stratégies thérapeutiques à livrer à ces patients-là, grâce aux tests fonctionnels, grâce à la FFR, pardon, eh bien aujourd'hui, on sait quoi faire de ces lésions. Alors, si on essaye de regarder dans l'avenir avec le QFR et le scanner avec une dimension fonctionnelle, eh bien cet écueil et cette nécessité, voire ce caractère indispensable de la FFR en salle de cathé va s'estomper parce qu'on aura une approche anatomique des troncs épicardiques avec les lésions et puis une approche fonctionnelle. Donc, on saura d'emblée si le patient doit faire l'objet d'une revascularisation. Et chose intéressante aussi, c'est que grâce à cet examen-là, on pourra voir d'emblée si l'efficacité de nos stratégies thérapeutiques est démontrée parce que vous savez qu'avec la QFR, on peut évaluer l'équivalent de la FFR aussi bien avant l'angioplastie qu'après l'angioplastie. Et on sait qu'aujourd'hui, on a une approche très approximative des résultats de l'angioplastie en termes de FFR et du caractère hémodynamique de nos revascularisations. Donc ça, c'est un point intéressant, mais je ne vais pas m'étendre plus dans ce domaine. La FFR, donc vous avez vu que la FFR en salle de cathé est devenue véritablement la pierre angulaire du système pour la revascularisation des patients qui arrivent en salle de cathé, notamment par le biais du scanner. Donc, vous connaissez tous la FFR, hein, le caractère hémodynamique des sténoses avec un cut-off établi à 0,8 permettant de prédire la survenue d'événements cardiaques pour des lésions coronaires. Alors, bien sûr, l'étude FAME qui montre que le fait de guider la revascularisation grâce à la FFR, par la FFR, eh bien, ça permet de réduire le taux d'événements à distance de manière significative, donc une efficacité des traitements qui est incontestable. Avec l'étude FAME2, on voit que si cette revascularisation guidée par la FFR fait mieux que le traitement médical seul, et aussi bien dans l'étude de FAME2 que dans le registre. Donc, on a véritablement un outil qui permet d'améliorer le pronostic des patients lorsqu'on réalise une revascularisation sur des lésions coronaires. Alors, aujourd'hui, la FFR, du coup, a trouvé une place de choix à côté du scanner, bien évidemment, et vous voyez qu'en classe 1, lorsque l'ischémie n'est pas authentifiée, il faut faire une FFR pour revasculariser. Bien évidemment, avec, je vous le disais, le scanner au premier plan, on a pas mal de patients, lorsqu'ils sont asymptomatiques, qui n'ont aucune ischémie authentifiée et pour lequel il est impératif de réaliser cet examen en complément pour prendre la bonne décision thérapeutique. Alors, quelle est la pénétration de cette FFR? Parce que vous avez vu qu'il apparaît très nettement dans les recommandations. Ici, cette slide m'a été prêtée par mon ami Philippe Garot et associé, qui montre que, en fait, la pénétration de la FFR aux États-Unis, elle est de l'ordre de 25%, un peu moins de 25%, qu'elle progresse d'ailleurs partout. En Europe, elle est encore à 15-16%, ici Asie-Pacifique, et puis on voit qu'au Japon, ils sont très souvent en avance sur toutes ces techniques, eh bien, ils sont déjà à 30%. On voit ici en Europe que la France est aux alentours de 20% de pénétration, et vous voyez que nous, à Massy, probablement aussi parce que le scanner, on fait pas mal de scanners, on a une FFR qui est quasiment réalisée chez la moitié des patients qui font l'objet d'une angioplastie. Donc, c'est le rapport FFR sur le nombre d'angioplasties. Donc, une pénétration qui est croissante en Europe et qui est croissante en France. Alors, la FFR, si je m'arrête là, c'est l'examen absolument extraordinaire et sans cône d'ombre pour lequel on ne voit que de la croissance. La réalité est tout autre quand on regarde l'année, particulièrement l'année 2021. Alors, l'année 2021, elle est riche d'enseignements pour la FFR. D'une part, parce qu'avec l'étude Ripcord, la philosophie de Ripcord, c'est d'aller tester toutes les plaques non significatives afin d'essayer de trouver
des plaques à revasculariser. Cette stratégie n'est pas bonne parce qu'elle injecte des complications liées à la FFR sans apporter de bénéfices quant à la revascularisation. Donc, il ne faut pas faire ça. C'est ce qu'on appelle du phishing, aller à la pêche aux lésions. Ça, ce n'est pas bon. Alors, la FFR dans Flower MI, alors là, Flower MI, ça a été un gigantesque contre-pied puisque c'est la revascularisation des pluritronculaires à l'issue d'un infarctus du myocarde et on s'attendait à ce que la FFR soit l'outil idéal pour piloter la revascularisation sur la lésion non coupable. Et là aussi, hein, on est déçu car les résultats ne sont pas ceux que nous attendions. Alors, FAME 3 aussi, ça c'est un grand coup de pavé dans la mare de la fin de l'année. FAME 3, c'est quoi? C'est en gros, je revascularise tout de manière chirurgicale chez les pluritronculaires ou je fais l'intellectuel et je revascularise par angioplastie que les lésions dont la FFR s'avère positive. Et effectivement, présenté comme ça, on se dit qu'on va fatalement gagner. Eh bien, ce n'est pas le cas. Et cette étude est largement en faveur de la revascularisation non ciblée, chirurgicale et complète. Et l'étude future aussi qui a montré aussi des points de faiblesse de la FFR. Donc, vous voyez cet outil que je considère comme l'une des pierres angulaires de la salle de cathé aujourd'hui est quand même à prendre avec des pincettes lorsqu'on s'intéresse aux patients pluritronculaires. Voilà. Alors, voilà un petit peu mon point de vue sur la FFR. Franck? On peut effectivement poser quelques questions. Qu'est-ce que tu penses de la QFR? Alors, est-ce que tu l'utilises en pratique déjà? Non, on l'a utilisé quelquefois pour des protocoles, mais il faut savoir que la QFR aujourd'hui est centralisée, il faut envoyer. Alors, quel que soit le type d'image, hein, on peut le faire avec du scanner. Oui. À partir du moment où il y a des séquences d'images, on peut le faire aussi avec la coronarographie. Et on envoie donc les films et ils sont analysés avec des modèles, des algorithmes mathématiques, de l'intelligence artificielle, ce qui vous permet d'avoir de la FFR sur l'anatomie des lésions. Donc, de mon point de vue, c'est une avancée qui est extraordinaire, qui en est à ses débuts, et je pense que ça va totalement changer, notamment le scanner. Le scanner, quand il va devenir en plus hémodynamique, eh bien là, on va avoir vraiment une place de choix dans la stratification. Et au-delà de la stratification du risque, c'est le choix thérapeutique de la revascularisation qui va être totalement piloté par le scanner FFR. Ça, j'en suis intimement convaincu. D'accord. Donc là, on a vu effectivement pour la FFR des études un peu négatives avec l'étude future et puis Flower MI finalement. Donc finalement, après un syndrome coronarien aigu chez un tritronculaire, tu as revascularisé l'artère coupable. Si tu as une lésion à 80% sur les autres artères, tu redilates 2 ou 3 jours après les autres lésions. Alors, les lésions critiques, oui. Et les autres, je pense qu'il faut s'écarter de l'événement et peut-être faire des tests de stimulation classiques. Peut-être que la place de la FFR, en tous les cas, peut être reconquise dans ce domaine parce que j'ai du mal à croire que la FFR va disparaître dans la revascularisation post-infarctus. Peut-être qu'il faudra trouver une place plus avec d'autres études peut-être. Mais aujourd'hui, en tout cas, on ne traite que les lésions critiques juste après l'infarctus. Et pour le reste, on favorise par exemple l'IRM de stress et d'autres tests de stimulation. D'accord. Lésions critiques, donc tu considères que c'est plus de 80%? Oui, c'est ça, plus de 80-90%. Et selon l'anatomie aussi, quand on a une lésion de l'IVA proximale, on sait que le caractère significatif imprime déjà le pronostic, donc on n'hésite pas à revasculariser une lésion critique. Une lésion qui est moins critique, mais qui est en fractueuse, qui n'est pas belle, c'est pareil. On ne va pas aller chercher de la FFR là-dedans, on va la revasculariser parce qu'on sait que les syndromes coronariens aigus, c'est en fait un orage inflammatoire qui intéresse la culprite lesion, la lésion coupable, mais pas que. Donc, ça peut être aussi sur les autres artères. Donc, si effectivement vous voyez une lésion qui vous paraît inquiétante, il faut la revasculariser. Donc, il faut injecter du bon sens. D'accord. Actuellement, on commence à utiliser la RFR. Est-ce que tu as une expérience de ça?
Non, non, non. Non. Pour les résistances, Oui, et puis en même temps, il y a un équivalent de FFR aussi, c'est-à-dire c'est une analyse plus complète, mais bon, c'est le début. Bon, on va enchaîner du coup, Hakim. alors, ce qui a changé aussi dans ma pratique, c'est la prise en charge des syndromes coronariens aigus non ST+. Alors d'abord, ça, on l'a toujours fait au préalable, mais avant, là maintenant, c'est beaucoup plus clair en termes de stratification du risque et surtout des délais de prise en charge. Donc, pour les délais de prise en charge, quand le patient est à très haut risque, notamment avec une instabilité hémodynamique ou une instabilité rythmique ou véritablement des grosses modifications électrocardiographiques, eh bien, il faut réaliser la coronarographie dans les 2 heures, un peu comme les ST+, il faut se presser et les envoyer directement en salle de cathé. Quand les patients sont simplement à haut risque, il faut les faire dans les 24 heures. Donc, ça peut poser parfois des problèmes les week-ends, etc., en termes d'organisation. Mais voilà ce qui est recommandé, en tout cas, pour ce type de patients. Et pour les patients à faible risque, eh bien, on a le choix, comme je vous le disais au début de ma présentation, entre la stratification par le scanner ou la réalisation de tests de stimulation. Et je voudrais revenir sur un point aussi qui est intéressant, c'est que lorsque les patients n'ont pas d'élévation du segment ST et qu'ils sont pris en charge pour un syndrome coronarien et un arrêt cardiaque, eh bien, on n'a pas à faire de manière systématique la coronarographie en urgence parce qu'on a beaucoup trimé avec des coronarographies à réaliser en urgence pour les arrêts cardiaques sans éléments électrocardiographiques en faveur d'un ST+. Et aujourd'hui, on est content de savoir que ce n'est pas nécessaire de le faire dans l'immédiat. Alors, aussi, une chose qui a vraiment changé nos pratiques, c'est bon, les anti-GP2B3A, ça faisait un moment qu'on ne les utilisait pas dans les syndromes coronariens aigus en pré-traitement, mais là, c'est carrément le pré-traitement par les anti-P2Y12. Et là, c'est véritablement un changement de pratique puisque les patients arrivent en salle de cathé vierges de bithérapie, ils ont une monothérapie en général. Alors, pourquoi ce changement de cap? Eh bien, simplement parce qu'on sait que cette population est une population extrêmement hétérogène en termes de diagnostic et puis surtout en termes de thérapeutique. Il y a 10% des patients qui vont faire l'objet d'un pontage et on sait que la bithérapie, dans le cadre du pontage, ça expose à un risque hémorragique accru. Il y a environ 35% des patients seulement qui vont faire l'objet d'une angioplastie en phase aiguë de leur coronarographie et 35% qui auront un management purement médical. Donc, une population qui est hétérogène en termes de diagnostic et donc hétérogène en termes de prise en charge. Et quand on regarde toutes les études qui ont comparé pré-traitement versus non pré-traitement chez ces patients coronariens, eh bien, on voit très clairement qu'en ce qui concerne les MACE, ici, vous avez c'est tout à fait comparable entre pré-traitement et sans pré-traitement, alors qu'en termes de risque hémorragique, on voit très nettement que le risque hémorragique est accru lorsqu'on fait du pré-traitement. Alors là, je vais vous montrer une slide qui concerne les patients les plus à risque en termes de risque hémorragique. Et ça, c'est aussi un élément très important qu'on a appris à prendre en compte dans nos stratégies, et je reviendrai là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, on ne s'intéresse pas seulement au risque ischémique, mais on s'intéresse aussi au risque hémorragique. Et là, je prends donc toujours pour les syndromes coronariens aigus sans ST+, les patients qui font l'objet d'un traitement anticoagulant par voie orale pour une fibrillation auriculaire. Donc, ceux-là, on sait qu'ils sont d'emblée exposés à un risque hémorragique. Alors, qu'est-ce qu'on nous recommande pour ces patients-là? Eh bien, c'est de donner une bithérapie antiagrégante plaquettaire en association avec les anticoagulants pendant une semaine. Alors, ça aussi, c'est un sacré coup de pied dans la fourmilière, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, une semaine ou 14 jours, ça dépend. Mais en gros, une durée de bithérapie antiagrégante plaquettaire qui est extrêmement courte et qui est par la suite poursuivi par un traitement associant donc l'anticoagulant oral avec
un antiagrégant plaquettaire de votre choix et on verra que les choix s'orientent de plus en plus vers des thiénopyridines plus que l'aspirine. Alors, en cas de haut risque hémorragique, eh bien, on va encore avoir cette période de bithérapie incompressible d'une semaine ou de sortie d'hôpital. Les plus vaillants, comme la Pitié, ils n'hésitent pas à faire sortir les patients après quelques jours simplement de traitement par aspirine. Puis, une double association d'antiagrégants plaquettaires. Non, pardon, une association entre des anticoagulants et une monothérapie antiagrégante plaquettaire, et ça pendant 6 mois lorsqu'il s'agit des high bleeding risk, donc des patients à haut risque hémorragique. Puis, on switch pour un traitement anticoagulant au-delà de la première année pour le premier groupe d'ailleurs. Et enfin, lorsqu'on a un risque ischémique qui est élevé, eh bien là, on peut accroître cette durée de trithérapie associant donc une bithérapie antiagrégante plaquettaire et un anticoagulant. On peut l'augmenter jusqu'à 1 mois pour couvrir l'endothélisation des stents. Et aujourd'hui, je reviendrai là-dessus, on a des stents qui permettent une endothélisation assez rapide. Et là, de la même façon, on retombe sur un traitement associant un anticoagulant et une monothérapie antiagrégante. Et au bout d'1 an, on passe aux anticoagulants seuls. Donc ça, c'est une véritable révolution dans nos pratiques et c'est ce que l'on fait pour réduire ce risque hémorragique. Alors, je vous le disais, hein, l'évaluation du risque hémorragique, c'est aussi un truc qu'on faisait dans le temps de manière très approximative. On en avait tous notion que dans cette escalade thérapeutique qui était l'augmentation des antiagrégants plaquettaires pour le traitement des syndromes coronariens aigus, eh bien, on réduisait le risque ischémique, mais on avait de plus en plus de risques hémorragiques qui apparaissaient. Et là, aujourd'hui, avec la possibilité de quantifier avec ARC HBR, on a un petit logiciel qui est sur notre téléphone et on peut, en intégrant des éléments cliniques comme l'âge, l'existence d'une insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique, la présence d'une anémie, un cancer actif, le taux de plaquettes et d'autres éléments associés cliniques, eh bien, on va pouvoir quantifier ce risque hémorragique et avoir de l'autre côté de la balance, donc le risque ischémique qui sera quantifiable aussi. Et ainsi, ça va nous permettre d'avoir la meilleure stratégie en termes de durée d'antiagrégation plaquettaire chez les patients qui feront l'objet d'une revascularisation par angioplastie. Et ici, on voit qu'en fonction du grade HBR, eh bien, on a une exposition au risque hémorragique qui est très significative. Et ici, on voit que le HBR1 constitue la grande majorité des patients, et notamment l'âge qui est un élément qui fait accroître considérablement. Donc, au-delà de 75 ans, les patients sont considérés comme à haut risque hémorragique. Alors, toujours à la lumière de ces risques hémorragiques, la durée des traitements anti-agrégants plaquettaires. Et là, je mets en parallèle le stent que vous voyez en haut à droite. C'est qu'aujourd'hui, on a plusieurs stents, mais j'ai choisi cette étude qui est une belle étude MasterDapt qui montre très clairement qu'entre une stratégie standard, alors stratégie standard, c'est la bithérapie 6 mois quand les patients ne sont pas sous anticoagulants versus 3 mois quand ils sont sous anticoagulants, comparé à une stratégie brève où la double antiagrégation plaquettaire est assurée que pendant 1 mois. On sait depuis longtemps qu'avec ces stents fins, eh bien, on a une endothélialisation qui se fait à plus de 85% dans le premier mois. Et bien là, on voit que ce résultat corrobore bien les données histopathologiques qui montrent que le stent est quasiment complètement recouvert au bout d'1 mois. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'entre la stratégie de double antiagrégation plaquettaire prolongée et la brève, eh bien, on a une différence très significative en termes de survenue de complications hémorragiques. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'argument quand les patients
ont été stratifiés en termes de risque hémorragique pour continuer la double antiagrégation plaquettaire plus qu'il n'en faut. Alors, effectivement, il ne faut pas être dogmatique, il faut injecter du bon sens. Il y a des patients qui sont à haut risque ischémique. Pourquoi? Parce qu'ils ont été, par exemple, dilatés sur 3 vaisseaux, parce qu'ils ont plus de 3 stents, parce qu'ils ont des bifurcations avec des montages à plusieurs stents, des longueurs de stenting importants. C'est notamment le cas pour les occlusions chroniques. Donc, bien sûr, il faut pondérer ça. Lorsque le risque hémorragique est simplement l'âge et que effectivement le patient a été traité avec 2 bifurcations et 4 stents, il faut peut-être prolonger cette durée de bithérapie et éviter de courir à la thrombose de stent. Donc, il faut réduire ces durées, mais tout en ayant du bon sens lorsque le patient a eu une angioplastie complexe ou qu'il a un réseau coronaire compliqué. Alors, autre élément qui est intéressant dans le traitement antiagrégant plaquettaire, c'est que l'aspirine, qui était véritablement la colonne vertébrale du traitement du coronarien chronique ou aigu, eh bien, aujourd'hui, en termes de traitement antiagrégant au-delà de la période de bithérapie, eh bien, on voit que l'aspirine, du fait de l'augmentation du risque hémorragique, est en train de laisser la place aux anti-P2Y12 parce que ces anti-P2Y12 assurent la couverture ischémique, mais sans accroître le risque hémorragique comme le fait l'aspirine. Donc, l'aspirine va très probablement dans les années qui viennent perdre son champ d'action qu'elle a gardé très longtemps de manière très dominante. Alors, Hakim, on peut poser quelques petites questions Oui. sur ce sujet. On a une question de Walid Amara, en fait, qui dit quelle stratégie en routine pour ces patients sous anticoagulants, finalement? Qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises que le clopidogrel et tu vas arrêter l'aspirine au bout de 7 jours? Alors, en général, bien sûr, on utilise le clopidogrel, on arrête l'aspirine au bout de 7 ou 14 jours. Je te dis en fonction véritablement de l'angioplastie qui a été réalisée. Et puis, en fonction de l'exposition au risque hémorragique, soit on met une bithérapie antiagrégante plaquettaire, pardon, on maintient la monothérapie antiagrégante plaquettaire pendant 6 mois ou 1 an, cela dépend des patients. D'accord. Comment t'expliques effectivement l'aspirine, là on voit avec les études, prend un peu un coup dans l'aile alors on a vécu l'aspirine depuis 25 ans, que quand on oubliait l'aspirine, quand on faisait la visite, c'était un drame. Gilles Montalescu a pas mal publié sur les résistances avec le clopidogrel, les mutations allèles, etc., qui avaient je crois 15 à 25% de résistance, alors que l'aspirine, il y avait que 5% de résistance. Et là, on revient, le balancier retourne dans l'autre sens, où maintenant, on va laisser les patients sous clopisol ou sous les nouveaux anti-P12. Comment t'expliques ça finalement? Je pense qu'en fait, je pense que les complications hémorragiques de l'aspirine éteignent complètement le risque ischémique inhérent aux résistances au Plavix. Je m'explique, aujourd'hui, on travaille de mieux en mieux en termes de résultats d'angioplastie et que, en fait, on a de moins en moins de risques de thrombose de stent et que alors que l'aspirine, avec notamment sa gastrotoxicité et le risque hémorragique cérébral, garde un risque qui est incompressible. Et donc, du coup, si tu veux, la différence devient significative. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous de s'asseoir sur ce traitement. Et je pense que c'est l'une des choses les plus compliquées qu'on a à faire, notre génération, Franck, c'est d'arrêter l'aspirine comme traitement colonne vertébrale de nos coronariens. Mais à l'évidence, il y a des arguments dans la littérature, donc on s'y plie, mais ce n'est pas toujours de gaieté de cœur. Et alors sinon, si on écoute Master DAPT, tu laisses donc sous ticagrelor seul au bout d'1 mois. Est-ce qu'au bout de 3 mois, tu te dis oh, mais il a quand même 80 ans, je vais peut-être remplacer le tica par du clopidogrel au bout de 6 mois pour diminuer encore plus le risque hémorragique?
absolument. On peut effectivement switcher sur du clopidogrel lorsqu'effectivement le risque hémorragique est considéré comme important et à ce moment-là réintroduire le clopidogrel qui est réputé moins faire saigner. Tout à fait. Alors, une dernière petite question. Un jeune que tu as dilaté, puis tu as mis un stent dans le tronc commun, donc a priori, il a un risque hémorragique qui est faible, on va dire. Tu n'as pas mis 3 stents, tu n'as pas mis 60 mm de stent, ce n'était pas une CTO. Tu le revois au bout d'1 an, il va très bien. C'était une lésion du tronc commun initialement. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, oh, je continue la bithérapie parce que c'est un tronc commun et que ça me fait Non, peur? Ou je dis, c'est bon, il va bien? Ou est-ce que tu fais un contrôle coraux avec de l'OCT systématique? non, non, je crois que vraiment aujourd'hui, on a fait beaucoup de troncs et ça se passe bien. Et effectivement, à la limite, ces angioplasties-là sont des angioplasties dans lesquelles on injecte le plus d'applications et on fait extrêmement attention parce qu'on sait que c'est véritablement une angioplastie à risque. Donc, une fois qu'on a passé la durée de 1 an, j'arrête la bithérapie chez un patient qui a fait l'objet d'une angioplastie du tronc commun selon les règles de l'art. Oui, il n'y a aucun problème. Sans faire d'imagerie, en faisant les tests qu'on fait d'habitude pour détecter de l'ischémie chez nos patients coronariens. Donc, à 1 an, ils ont toujours un test, effectivement, un test de stimulation. Ok, on a une petite question mais je crois que tu as déjà répondu. Tu as traité le ST+ avec une angioplastie sur la droite. Il a une lésion à 70% sur l'IVA. Qu'est-ce que tu fais sur l'IVA? Est-ce que tu fais Alors, l'angioplastie? si Voilà. c'est l'IVA proximale, je la traite. Mais de toute D'accord. façon, aujourd'hui, je fais de la FFR euh, c'est en contradiction avec Flower MI. Mais si j'ai le moindre doute, je fais quand même une FFR. Si c'est l'IVA proximale, de toute façon, je vais réaliser une angioplastie parce qu'on sait que l'IVA proximale, lorsqu'il y a une lésion serrée, ça imprègne le pronostic. Par contre, si c'est effectivement une IVA moyenne et que la lésion ne me paraît pas critique, je demanderai une IRM de stress ou un test de stimulation. Et je ne me jetterai pas sur cette IVA. Ok. Allez, on va enchaîner alors, Hakim. Alors, en ce qui concerne le TAVI, j'ai été un peu plus court parce que je ne voulais pas trop passer de temps, mais c'est vrai qu'en termes avec le TAVI, il y a tellement de champs d'activité qui vont encore croître qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Mais moi, ce qui a changé ma pratique cette dernière année, c'est surtout la ponction sous écho et le fait de s'appliquer à ne pas avoir de complications hémorragiques en prévision des low risques qui vont finir par arriver dans notre pays aussi. Donc, ponction sous écho. Alors, la ponction sous écho, c'est vraiment une technique qui nous a permis de réduire de manière considérable le risque hémorragique. Donc, ça se fait très bien. Il y a une petite learning curve, hein, comme pour tout, mais on regarde les vaisseaux dans le petit axe, on repère le trépied et en axe longitudinal, et puis on essaye de piquer dans une zone où on n'a pas de calcification. Dans une zone, on essaie de piquer exactement dans l'axe du vaisseau, ce qui permet de réduire les ponctions un petit peu aléatoires qu'on pouvait avoir initialement sous fluoro, où on pouvait avoir un effet de parallaxe et piquer le vaisseau un petit peu de manière tangentielle. Donc, cette technique a permis de réduire de manière considérable le risque de complications vasculaires au point de ponction. Et si vous voyez la première phase de cette étude-là où on utilisait essentiellement la fluoroscopie, donc pas la ponction sous écho. Vous voyez les complications hémorragiques qui sont de l'ordre de 30%. Ici, apparition de la ponction sous écho où on réduit considérablement la survenue de complications hémorragiques. Et puis là, une phase intégrant la learning curve, dirais-je, de cette technique. Alors, il y a un élément qui est intéressant aussi sur cette partie de la diapo, c'est qu'on voit qu'avec la ponction sous écho, eh bien, on a moins d'échecs de système de fermeture parce qu'on est plus dans l'axe du vaisseau, on est plus au milieu du vaisseau et donc on a des fermetures qui sont plus sûres et des systèmes de fermeture qui sont plus efficaces. Alors justement, mon deuxième point, c'est les systèmes de fermeture du point de ponction. Alors,
aujourd'hui, on utilise beaucoup le ProGlide, hein, la suture ProGlide, ce qui est ce système-là. Et il y a eu des avancées techniques avec le ProStyle, qui est un système qui permet, avec des aiguilles qui sont un peu plus dures, qui permet d'aborder des vaisseaux plus fibreux, plus calcifiés. Donc, une avancée technique aussi pour ces systèmes de fermeture. Alors, aujourd'hui, on a tendance à diminuer aussi le nombre de fils. Initialement, moi je le fais encore assez souvent, mais on fait 2 fils plus ou moins un angiosyle, donc un bouchon de collagène. Et aujourd'hui, on a tendance à réduire cela, c'est-à-dire un seul fil, que ce soit du ProGlide ou du ProStyle quand l'artère est fibreuse, associé à un bouchon de collagène qui est donc l'angiosyle, qui permet d'assurer une meilleure étanchéité. Donc, vous rapprochez les bords de votre point de ponction avec le fil et puis vous finissez d'étanchéifier la fermeture par un petit bouchon de collagène. Et il y a un nouveau device qui est utilisé par certains qui s'appelle le Manta. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un plug qui permet aussi de fermer des orifices relativement gros, simplement avec ce système de plug. Donc, des avancées aussi dans les systèmes de fermeture qui vont nous permettre d'aborder sereinement l'axe fémoral qui, je vous rappelle, dans le cadre du TAVI, est l'axe de préférence et l'axe même recommandé pour la réalisation de ces procédures. Alors, autre point important, c'est la coronaropathie de demain. C'est-à-dire que lorsqu'on met des valves, il faut penser au lendemain, notamment lorsqu'on met des valves qui, chez les patients plus jeunes, eh bien, il faut savoir que notamment avec les self-expandable, les valves de ce type, eh bien, vous risquez d'avoir plus de difficultés à cannuler les troncs coronaires, raison pour laquelle aujourd'hui on a des techniques pour essayer d'améliorer l'accessibilité future de ces coronaires grâce aux techniques d'alignement commissural. Donc, ces techniques d'alignement commissural vont nous permettre de positionner la valve de manière optimale pour éviter d'avoir le matériel juste au niveau des orifices coronaires. Donc, ça, c'est des points techniques. Je ne vais pas trop les détailler, mais on a les moyens en salle de cathé d'aligner la prothèse de manière extrêmement efficace et de réduire ainsi le risque de difficulté lors de la recannulation des ostia coronaires. Et enfin, le dernier point important pour le TAVI cette année, c'était le traitement antithrombotique en post-TAVI. Alors, on sait très clairement que donner une association, une bithérapie antiagrégante plaquettaire, eh bien, n'est pas plus efficace en termes d'événements cardiaques. Par contre, elle augmente très significativement le risque hémorragique. Donc, en gros, il ne faut pas le faire. Ici, lorsqu'on compare donc le traitement anticoagulant au traitement standard que constitue le traitement anti-agrégant, eh bien, en termes d'événements, eh bien, on a des résultats qui sont comparables. Par contre, on a un risque hémorragique qui est bien plus important. Et un élément, par contre, dont il faut tenir compte, c'est que avec les traitements anticoagulants, on a quand même un recul des phénomènes qu'on appelle des HALT, donc c'est des dépôts de fibrine au niveau des cuspes de la valve, qui peuvent en réduire d'ailleurs le mouvement et qui peuvent aller jusqu'à la thrombose de valve. Donc, avec ces traitements anticoagulants, on a moins de thrombose de valve, mais au demeurant, cela n'imprime pas les événements cardiaques à distance et surtout, c'est grévé d'un risque hémorragique qui est bien plus important. Donc, en gros, lorsque les patients ont une indication au traitement anticoagulant, eh bien, on leur laisse des anticoagulants seuls en post-TAVI. Et lorsque ces patients n'ont pas d'indication au traitement anticoagulant, eh bien, on leur donne
une simple monothérapie antiagrégante dans la post-implantation. Donc, en conclusion, voilà ce qui a changé ma pratique en 2021 et qui va continuer à changer ma pratique, bien évidemment. C'est pour ce qui est des coronaires, l'arrivée du scanner dans la stratification et les patients qui n'ont eu que cet examen avant d'arriver en salle de cathé. L'outil de la FFR qui a une place prépondérante en salle de cathé, mais on a vu qu'il fallait encore travailler pour les multitronculaires pour savoir véritablement pourquoi on n'a pas les résultats attendus. Donc, j'ai parlé des syndromes coronariens aigus et notamment du fait de ne pas les précharger. Je crois que c'est la grande révolution, ça. L'évaluation du risque hémorragique, c'est un truc qu'on ne faisait pas, mais qu'on est aujourd'hui contraint de faire et intégrer dans notre stratégie post-angioplastie pour ce qui est de la durée des antiagrégants plaquettaires. Et effectivement, on parle de l'efficacité des traitements antiagrégants plaquettaires, de la possibilité de réduire ces durées, mais c'est grâce aussi aux progrès qu'ont fait les stents qui sont aujourd'hui extrêmement fins et qui permettent une endotélisation rapide. Et enfin, dans ma pratique TAVI, le recul des complications hémorragiques de manière très significative au point de ponction grâce à l'éco-guidage et aux fermetures et des outils de plus en plus performants pour les fermetures. Aujourd'hui, aussi un élément très important, intégrer le post-TAVI. Alors, j'ai parlé de la coronaropathie, mais je pourrais aussi parler de la valve en elle-même. Aujourd'hui, quand les patients sont jeunes, eh bien, on essaye d'intégrer le coup d'après. Et quand la valve va dégénérer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va pouvoir la craquer? Est-ce qu'on va pouvoir proposer une autre thérapeutique? Donc, tout ça, faut savoir y penser, le discuter au staff. Et enfin, le traitement antithrombotique qui est, vous l'avez vu, assez léger en post-TAVI. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'était super, Hakim. Il nous reste, écoute, 4-5 minutes. Juste pour le TAVI, on avait une question qui était sur la technique, la overlap SCUPS, en fait. Est-ce que vous utilisez ça pour ne pas implanter trop bas la prothèse et diminuer éventuellement le risque de pacemaker? Absolument. Il y a aussi effectivement le fait en cusp overlap. Donc, le cusp overlap, c'est qu'en fait, tu n'as pas tes 3 cusps alignés, mais tu as les 2 cusps antérieurs qui sont superposés. Et effectivement, ça permet notamment de positionner des valves de manière un petit peu plus haute et ainsi de réduire le risque de troubles de conduction. Et je pense que ça va être aussi un élément d'amélioration de nos pratiques. Alors, le TAVI se développe. Aux États-Unis, on a eu le TAVI donc à bas risque. En Europe, ça va probablement venir. Les centres avec CEC commencent à être saturés. Qu'est-ce qui fait actuellement ou comment tu vois l'avenir? Alors, je ne dis pas que le TAVI doit se développer dans tous les centres d'angioplastie, mais entre le haut risque ou les gens contre-indiqués à la chirurgicale, est-ce qu'on a une idée des délais d'attente actuellement pour les patients qui attendent quelquefois leur TAVI et éventuellement du taux de perte de chance de ces patients? Je sais que Mathieu Gaudin parlait quelquefois de 6% de leur population en attente de TAVI. Et comment tu vois les choses sur ce futur Alors, pour les centres? d'abord, sur les délais, je pense que les délais, on a commencé à travailler là-dessus avec le Gassi et Guillaume. Ce qui est évident, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité. Il y a une très grande hétérogénéité. Il y a des zones comme notamment à Rouen où effectivement il y a des gros problèmes de délai pour certains patients et notamment pour la chirurgie cardiaque. Donc cette histoire de délai est extrêmement hétérogène dans le territoire. Après, je crois que le TAVI sans chirurgie, dans les centres sans chirurgie, c'est l'avenir. C'est très clairement l'avenir. On ne sait pas dans quel délai, mais ça va le devenir. D'abord parce qu'effectivement, il va y avoir un phénomène de saturation qui est évident lorsqu'on va avoir du low risque, que ce TAVI pour les patients à haut risque notamment va finir par se faire dans les centres sans chirurgie. Il y a des zones, je pense notamment à la Corse, où pour faire venir un patient sur le continent, pour réaliser un TAVI chez un patient qui a une contre-indication chirurgicale, ça paraît complètement délirant. Donc, on va finir par arriver à faire entendre raison les tutelles. Je pense il y a du temps, il va falloir encore un peu de temps. Et il va falloir aussi
des registres, des études et des arguments béton pour arriver à faire en sorte qu'on puisse le faire. Mais en toute logique, pour le bien des patients, on va être amené à faire des TAVI dans ces centres sans chirurgie et à la faveur aussi de l'amélioration de nos techniques. On voit que la mortalité du TAVI est extrêmement basse. On l'a vu dans France TAVI, une mortalité qui était inférieure à 1%. Donc, c'est véritablement une amélioration qui est considérable dans les techniques. Donc, pour les low risques, non, peut-être un jour d'ailleurs, hein. Mais en tous les cas, pour les hauts risques et les contre-indications chirurgicales, alors là, oui, de mon point de vue, oui. Ok, bon, écoute, on est assez d'accord avec cette synthèse et cette conclusion. Merci encore à Kim, hein. J'ai trouvé très sympa de partager tout ça avec toi. C'est un vrai Merci plaisir. beaucoup. Merci à tous les participants, hein, qui nous ont suivis. Merci au soutien institutionnel aussi du groupe Alliance BMS Pfizer. Vous étiez plus d'une centaine à nous suivre en direct. Demain, vous aurez donc le replay pour ceux qui étaient au travail et qui ne pouvaient pas nous suivre. Le prochain webinaire, donc c'est jeudi prochain en fait à 19 heures. C'est sur le parcours du patient avec la fibrillation atriale. Et donc, on vous dit à très bientôt à tous. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.